Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MiTrader pour cette review numéro 60 qui va être une revue totalement exceptionnelle à double titre. Alors d'abord exceptionnelle au sens littéral du terme, c'est-à-dire qui fait exception, pas forcément magnifique, ça sera à vous de me le dire. Donc double titre parce que nous avons face à nous cette figurine, à savoir le Saga Degemo version EX Gold 24K, qui est une figurine exclue salon du Tamashii Nation 2021, comme c'est indiqué en bas de la boîte. Donc c'est une figurine que malheureusement pas tout le monde pourra obtenir. Et deuxième raison pour laquelle ça sera exceptionnel, c'est que je vais me lancer dans cette review, comme vous pouvez le voir d'ailleurs à l'arrière-plan, dans des fonds animés, donc peut-être ça sera totalement foiré, là vraiment je suis en train de le tester, donc là c'est pareil, ça sera à vous de me dire en commentaire si le résultat en vaut la peine. Alors pour commencer, j'aimerais dire que cette vidéo a failli simplement ne pas voir le jour, pour deux raisons. La première, c'est que cette figurine et la façon dont elle est distribuée rencontrent chez moi une totale désapprobation, que je vous détaillerai ensuite. La deuxième raison, c'est qu'au moment où je suis en train de vous la présenter, son prix a atteint des hauteurs stratosphériques en oscillant de 400 à 500 euros, ce qui veut dire que la valeur de conseil d'achat que pourrait avoir cette vidéo est totalement minime, et donc peut-être que vous aurez un intérêt moindre vis-à-vis de ce genre de figurine. Maintenant, si j'ai quand même décidé de la faire, c'est parce que certains d'entre vous, vous m'avez sollicité pour que je le fasse, pour en général deux motifs. Le premier, c'était de n'avoir aucun regret vis-à-vis de cette figurine, c'est-à-dire qu'au travers de cette vidéo, eh bien, je pense que vous vous attendez à voir des choses que, a priori, vous ne regretterez pas. Ou, à contrario, il y a aussi des personnes qui ont envie de voir cette figurine en vidéo, tout simplement parce qu'ils ne pourront pas l'acquérir, et donc, ben, a priori, ça sera uniquement le plaisir des yeux. Mes objectifs pour cette review, ça va être d'abord de faire un point sur le système de distribution des figurines Bandai et des conséquences que ça peut avoir à la fois sur l'approvisionnement et sur les tarifs. Ensuite, je vais bien sûr vous présenter cette figurine aussi bien en termes de packaging que de contenu. J'aurai à cœur également d'évaluer ses visages qui font un peu polémique. Pour cela, eh bien, j'utiliserai à la fois les Setei et d'autres visages existants de Saga par ailleurs. Enfin, je vous comparerai cette figurine une fois montée avec d'autres figurines de Saga existantes. Donc voilà pour ce qui est du menu, et on commence tout de suite par le système de distribution. Si maintenant vous êtes intéressé uniquement par la figurine en elle-même, eh bien je vous encourage à zapper vers le chapitre suivant, puisque la vidéo est chapitrée. Là, si je vais évoquer le système de distribution, c'est pour deux raisons. La première, eh bien, c'est la figurine que nous avons devant nous. En fait, la question, ça va être pourquoi en est-on arrivé là en termes de tarifs. Donc je vais essayer de répondre à ça. Et aussi, je vais essayer de répondre à une autre question qui m'est parfois posée en commentaire par des nouveaux collectionneurs qui m'interrogent sur la disponibilité de telle ou telle autre figurine sur le marché français. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier tout particulièrement Guillaume, gérant de la boutique hobbygenki.com, chez qui j'ai acheté cette figurine, et qui a pris le temps de m'expliquer la façon dont Bandai distribue ces figurines. Il faut savoir que Bandai les commercialise de trois façons. D'abord, il y a la plateforme de vente en ligne, auquel tout résident japonais a accès, donc c'est-à-dire que dans ce cas-là, vous commandez directement vos figurines auprès de Tamashii, sans passer par une boutique. Ces figurines-là sont intitulées Bandai Premium. Ensuite, il y a les figurines que vous pouvez acheter en magasin, qu'ils soient physiques ou en ligne. Ces figurines-là ne sont pas directement achetables sur le Tamashii Webshop, ce sont des fournisseurs qui fournissent les boutiques qui elles-mêmes vous les vendent. Ces figurines sont appelées Bandai Collector ou encore General Over-the-Counter Sale, c'est-à-dire des figurines qui sont vendues uniquement en circuit classique. Enfin, troisième et dernière possibilité pour Bandai Tamashii de distribuer ces figurines, c'est lors des salons qu'ils organisent, comme par exemple ce Saga 24K qui a été vendu à l'occasion du salon Tamashii Nation 2021. Donc en principe, eh bien, vous devez vous rendre dans le salon qui est organisé par Bandai Tamashii pour acheter directement la figurine là-bas. Ou alors éventuellement vous pouvez passer par un intermédiaire qui peut d'ailleurs être un fournisseur ou une boutique qui en achètera un certain nombre et puis ensuite qui les proposera à la vente. Donc soit directement aux particuliers, soit en passant par une autre boutique qui servira d'intermédiaire. Alors quid de la distribution maintenant en Europe et plus particulièrement en France? Alors si je réponds à cette question, c'est parce que cette figurine et la distribution calamiteuse qui en a été faite a fait naître une certaine paranoïa chez les collectionneurs, notamment récemment pour la figurine de Canon EX Revival, dont beaucoup craignaient le fait qu'elle n'allait pas être distribuée en Europe. Donc pour répondre vraiment à ces inquiétudes, eh bien, je vais vous rappeler simplement une chose, c'est que les figurines qui sont issues du Tamashii Webshop, c'est-à-dire donc les Bandai Premium, le système de distribution numéro 1 que j'évoquais tout à l'heure. Également les figurines qui sont issues du General Over the Counter Sale, c'est-à-dire les Bandai Collector.
donc c'est-à-dire du deuxième système de distribution de Bandai. Et bien toutes ces figurines-là ont vocation à être commercialisées sur le marché européen. Donc ça veut dire qu'a priori, pour ces figurines qui sont issues à la fois du Bandai Premium ou du Bandai Collector, il n'y a pas normalement de difficulté pour se les procurer en France. En revanche, les figurines qui sont en vente exclusivement en salon, comme ce Saga 24K, ne sont pas importées officiellement par le distributeur officiel de Bandai en Europe. Ce qui veut dire que vous ne pourrez pas trouver ces figurines-là dans votre boutique française habituelle, à moins que celle-ci ne l'importe directement du Japon. D'où les problèmes pour se procurer cette figurine-là en particulier, et plus généralement les figurines issues des salons Tamashii. Ces figurines exclus salon sont, comme leur nom l'indique, des figurines que l'on ne pourra pas acheter par le circuit classique. Autrement dit, pour les acquérir, il faudra passer par un intermédiaire qui l'achètera pour vous et ensuite vous le revendra, en prenant bien entendu une com au passage. Il faut savoir que la plupart du temps, ces figurines-là ne passent jamais dans le circuit classique. Alors il y a quelques exceptions, notamment par exemple le Sagittaire OCE, qui était l'exclu Tamashii Nations 2016, et qui finalement est sorti également en circuit normal. Il y a aussi également annoncé très récemment le Canon Revival qui va être presque la copie conforme avec des visages améliorés de la figurine exclue salon de Canon qui était sortie en 2012. Mais en dehors de ces très rares exceptions, eh bien en général les figurines salon ne sont pas distribuées d'une autre façon par la suite. La situation générale étant établie, on va s'intéresser maintenant à ce Saga 24K et au salon Tamashii Nation 2021. Donc ce salon Tamashii Nations avait une particularité, c'est que du fait de la Covid, eh bien, il a été transformé en salon online, donc ça veut dire que pour acheter les figurines exclues de ce salon, eh bien, il n'y avait pas la possibilité de les acheter physiquement, mais vous deviez passer par les serveurs de Tamashii. Donc pour ce faire, Bandai avait prévu 3 dates. Une première date qui était réservée uniquement aux détenteurs de comptes premium et uniquement pour un certain nombre d'exemplaires. Une deuxième date avec un peu plus d'exemplaires écoulés et ouverte à un plus grand nombre. Et enfin une troisième date qui devait être normalement une lottery sale, c'est-à-dire que on demande qui en veut et puis ensuite eh bien, on tire au sort uniquement parmi les gens qui se sont déclarés comme potentiels acheteurs. Dans ces 3 dates, eh bien, il n'y en a qu'une qui s'est vraiment correctement passée, c'est la première, c'est-à-dire que les figurines qui étaient prévues pour cette date-là ont été écoulées, elles s'adressaient majoritairement à des revendeurs qui ensuite les ont revendues dans leur boutique, également à des détenteurs de comptes Bandai Premium, c'est-à-dire donc a priori pas tout le monde. La deuxième date, qui devait être l'occasion d'une vente en plus grand nombre de ces figurines, et devait également ouvrir la vente à un public plus important, malheureusement a tourné court du fait d'attaques sur les serveurs de Tamashii de la part de personnes qu'on appelle des scalpers, c'est-à-dire des personnes qui essayent de passer devant tout le monde pour pouvoir acheter les figurines en plus grand nombre, pour bien sûr les revendre derrière avec un profit. Donc tout ça a fait malheureusement lâcher les serveurs de Bandai, et ce qui fait que la vente a tourné court et a tout simplement été annulée. Donc à la suite de ça, Bandai Tamashii a annoncé simplement que tous les exemplaires restants seraient vendus lors de lottery sale, donc c'est-à-dire par tirage au sort, donc une qui a été organisée un peu après en septembre, et enfin une, il me semble, qui est organisée en ce moment, donc si jamais vous êtes résident japonais, eh bien vous pouvez y participer, donc vous déclarez comme potentiel acheteur, et ensuite si vous avez de la chance, eh bien vous êtes tiré au sort et vous pouvez acheter la figurine à son prix de départ. Alors toute cette tambouille normalement ne devrait avoir aucune importance, mais le problème c'est qu'en annulant des dates de vente et en transformant des ventes en lottery sale, eh bien Bandai a créé un effet de pénurie sur cette figurine qui a priori déjà avait énormément de demandes, même si jamais elle avait été distribuée normalement. En plus avec un système de distribution qui a été totalement foiré, eh bien on arrive à une demande qui est nettement supérieure à l'offre, et vous savez très bien que dans toute économie capitaliste, quand la demande est nettement supérieure à l'offre, les prix flambent, et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce Saga 24K qui peut-être 2 heures ou 3 heures après était déjà passé à 300 ou 350 € pour se le procurer. Maintenant il est arrivé à 400-500 € pour se procurer, et à mon avis ce prix va continuer à flamber tout simplement parce que Bandai ne distribuera pas à plus grande échelle cette figurine. Maintenant, si on s'intéresse à la figurine proprement dite, eh bien la première chose que l'on peut dire c'est qu'il s'agit d'une figurine anniversaire. Il s'agit du 10e anniversaire de la première sortie d'une Midcloth EX, donc pour cette occasion Bandai a décidé de nous ressortir en version Gold 24K l'un des personnages fétiches de la série, à savoir Saga.
Bon, il s'agit d'une figurine avec des pièces d'armure qui sont en or, mais attention, hein, c'est du plaqué or, donc c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment d'une fine couche d'or, hein, c'est pas en termes de matière première, c'est pas une figurine qui vaut des 1000 et des cents. On a donc pour cette boîte eh bien, le personnage de Evil Saga en arrière-plan. On peut bien sûr apprécier ces visages magnifiques hein, qui correspondent trait pour trait aux visages qui nous ont été présentés lors des expositions en avant-première sur les protos de la figurine. Même chose pour le personnage qui est au premier plan, qui lui donc est la version gentille de Saga, qui est en proie au mal, le mal qui plane un peu sur lui. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a décidé de choisir de mettre le Evil Saga en arrière-plan. Globalement, le recto de cette boîte est vraiment très classique. On a des couleurs très monochromes hein, qu'ils ont coutume d'utiliser pour les figurines exclus salon. Tranche dessus ces mentions-là, donc vous avez la mention Midcloth EX qui est en rouge, avec la mention du fait qu'il s'agit d'un Gold de 24K. Également, vous avez cette mention ici qui apparaît en violet et les logos de Bandai Tamashii. En dehors de ça, eh bien, il y a quand même énormément de sobriété sur l'avant de cette boîte. Et on va dire exactement la même chose pour ce qui est des autres côtés. Vous voyez que sur la première tranche, on a juste la mention du Tamashii Nations Online, hein, c'est bien précisé 2021. La mention 5 Lot Mix EX, je vais y arriver, Gemini Saga et Gold 24K. Pour ce qui est de l'arrière, on a la mention du fait qu'il s'agit d'une figurine issue du Tamashii Nations 2021. Vous avez ici le joli logo Tamashii en rouge. Et puis c'est tout, puisque l'autre tranche, c'est exactement pareil que la précédente. Vous avez ensuite, alors ça, c'est le dessus de la boîte qui est en dessous du fourreau. Bon, vous voyez encore une fois énormément de sobriété. On a écrit en lettres d'or la mention qu'il s'agit du Gold 24K. Et en dessous, eh bien, vous avez les mentions légales de Tamashii Nations. Bon. Ça, c'est donc pour le premier aperçu de la boîte. Une fois que l'on a fait ce premier aperçu, on peut retirer le fourreau, comme je suis en train de le faire. Et là, on découvre ce magnifique emballage qui ressemble énormément à un écrin de bijoux. Vous savez, c'est un peu comme ces petites boîtes hein, qui contiennent des alliances. Eh bien, je pense que c'est exactement l'effet qu'a recherché Bandai ici. Vous savez, on aurait l'impression qu'on pourrait ouvrir la boîte comme ceci, avec une charnière à l'arrière. Bon, là, bien sûr, il n'en est rien. C'est vraiment une boîte qui est faite en plusieurs parties que l'on va découvrir. Donc, en face avant, vous avez le casque des Gémeaux, donc, qui est en peinture dorée. Donc, ça fait directement, bien sûr, référence à la matière de la figurine. On retrouve également les différents logos de Bandai ici. Vous avez le petit sticker Toei ici qui signale une version japonaise. De toute façon, pour cette figurine, il ne peut en être autrement. Et donc la mention du fait qu'il s'agit d'un Gold de 24K. Donc énormément de sobriété, mais je pense que ici l'intention, elle est claire, c'est d'avoir une boîte la plus classe et épurée possible. Donc ça, c'est pour la partie face avant. Pour les côtés, rien de spécial, si ce n'est, vous voyez ici, le Saga qui est en train de faire son attaque du Galaxian Explosion. Donc encore une fois, en doré. Vous avez exactement la même chose sur l'autre tranche. Et sur l'arrière, il n'y a absolument rien. Donc pour ce qui est du dessus de la boîte, je vous l'ai déjà montré. Pour ouvrir cette boîte, il faut d'abord retirer la partie supérieure, comme ceci. Et là, donc, vous découvrez une Pandora qui est totalement en or, hein, et c'est très très brillant. Vous voyez, je pense, les reflets de ma caméra. Donc c'est comme ça sur tous les côtés. À noter qu'on peut bien sûr retirer cette Pandora de la partie inférieure pour avoir la boîte complètement en or. Donc plutôt sympathique, c'est vraiment visuellement très joli. On a vraiment ce fil conducteur du doré qui apparaît sur tout l'emballage. Donc bon, globalement, pour la partie extérieure de cette boîte, moi je trouve ça joli. C'est un peu simple, mais c'est classe et épuré. On va passer maintenant à la découverte des contenus. Trêve de blabla, maintenant on va aborder les contenus, avec d'abord la présence de la traditionnelle notice qui n'est pas exactement la même de celle du Saga normal, puisque vous avez d'abord une mention supplémentaire Gold 24K en face avant, et puis aussi à l'intérieur, il y a quand même des différences, notamment ici, vous voyez que la cape est une cape en tissu et non en plastique. Et aussi, on peut voir sur le schéma de montage la présence des articulations IX Metal sur le personnage, donc articulations pour l'instant que j'ai passées sous silence, mais que je vous montrerai ensuite dans les blisters. Donc ça, c'est pour le montage du personnage, vous voyez, 3 feuillets. Et puis à l'arrière, nous avons le montage du porte-armure qui ne tient que sur un seul feuillet,
ainsi que la mention d'un socle hein, qui est fourni dans les blisters et que je vous montrerai ensuite. Donc ça, c'est la notice. Ensuite, lors de la précommande de cette figurine, a été annoncé après coup la présence d'une illustration bonus exclusive, faite de la main de l'animatrice dessinatrice Michi Emeno. Donc la voici. Donc bon, elle est vraiment très très jolie, et puis c'est un bonus vraiment très sympa. Je vous montre ça de loin, vous pouvez juger de la finesse du trait de l'animatrice. Alors, remarquez que ce trait est peut-être même trop fin pour le personnage. Moi, je dirais, si je devais donner un peu une critique sur cette illustration, qui manque un peu le caractère un peu brut d'Araki, qui sied particulièrement au personnage de Saga. Là, je trouve que ça manque un tout petit peu de caractère. Ça manque un peu de malice sur le Evil Saga, qui est à l'arrière-plan. Et c'est un peu trop mélancolique et presque féminin sur le Saga qui est au premier plan. Je trouve que ça manque un peu de caractère. En fait, c'est aussi l'alliance des tons pastels hein, qui sont utilisés. Ça me rappelle un peu le saga du film d'Abel, et également peut-être un tout petit peu de celui de l'épisode 71. Mais c'est pas forcément le saga que moi je préfère. Donc là, je vous le montre de près. Donc, vous voyez que la configuration adoptée est exactement la même que celle de la face avant de la boîte, hein, le Evil Saga à l'arrière et le bon Saga à l'avant. Donc voilà, pour cette illustration, bon, bonus sympa, ils n'étaient pas obligés, donc c'est toujours sympathique de nous mettre un truc en plus. Ensuite, donc on aborde les blisters, donc là vous allez déjà pouvoir juger de la couleur des pièces d'armure, hein, qu'on pourra voir davantage une fois que les couvercles ont été retirés. De même au niveau des visages, je ne vais pas m'attarder dessus, je vais simplement ici vous mentionner les contenus. Donc on peut voir notamment les articulations IX Metal, dont on jugera de l'utilité une fois que la figurine sera montée. Je vous rappelle que l'objectif de ces figurines, ces articulations IX Metal, c'est d'abord d'éviter d'avoir une vision de la chair du personnage une fois que l'armure est montée, donc entre les trous, dans les trous qu'il y a entre les pièces d'armure. Et deuxième objectif, eh bien, c'est aussi d'éviter l'effet un peu jambarqué lorsque la figurine s'affaisse et qu'on a une sorte de tension qui se fait au niveau des genoux, et ce qui crée un peu un arc au niveau des jambes qui n'est pas très très gracieux. Donc ça, c'était le double objectif avec ces articulations IX Metal, c'était d'éviter également ça. Donc on verra si c'est valide sur cette figurine. En tout cas, ça l'était sur le Hades IX qui était également porteur des articulations IX Metal. On a aussi présence des 4 protège-mains. Donc là, ça aurait quand même été un comble que Bandai fasse preuve de radinerie sur une figurine qui vaut quand même au départ 200 balles et qui maintenant en vaut facilement le double. Donc ça, c'est pour les contenus du premier blister, donc majeure partie des pièces d'armure. Ensuite, sur le deuxième blister, vous allez retrouver le restant des pièces d'armure, ainsi que les pièces du porte-armure, donc les pièces de la forme objet, qui sont a priori d'un doré qui est un peu plus foncé que celui des pièces d'armure. Je ne sais pas si c'est la lumière qui fait ça, mais j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus foncé. Alors peut-être aussi foncé que le casque, peut-être qu'il y a une petite différence de couleur, de teinte au niveau du casque par rapport aux autres pièces d'armure. Bon, là encore une fois, on pourra en juger davantage une fois les couvercles des blisters retirés. Sur le troisième blister, qui est intéressant parce que c'est ici qu'on va voir que Bandai a été quand même assez généreux sur les contenus. Alors assez généreux parce qu'ils auraient pu faire mieux. Ils auraient pu faire mieux notamment sur le nombre de mains, puisque vous voyez qu'on a seulement 3 paires de mains. Et puis la main en plus hein, du Genro Maoken, donc de l'illusion satanique. Donc ça, c'est moyen au niveau du nombre. Maintenant, là où ils ont été quand même assez généreux, eh bien c'est sur le nombre de visages. Donc là aussi, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je vais vous les montrer en détail ensuite. Mais vous pouvez voir qu'il y a 6 visages donc en plus celui du personnage. Donc ça fait 7 visages total. Donc on aura 3 visages pour le bon Saga, un visage ombré et ensuite 3 visages pour le Evil Saga. Et puis, on peut voir également cette cape en tissu, donc choix de Bandai de faire une cape en tissu, un peu dans le même style que celle qui était fournie avec le Hades IX Metal. Donc l'idée, c'est de donner un côté un peu moins cheap qui était provoqué par le fait que la cape était en plastique. Maintenant, ça ne m'avait pas super convaincu pour le Hades IX, donc on verra ce que ça donne pour celui-ci. Donc bon, il n'y a pas de surprise, hein. Vous avez donc une face extérieure hein, qui est blanche et puis une face intérieure qui est bleue, exactement comme pour les capes en plastique.
On peut également découvrir la chevelure alternative, hein, donc qui est celle du Evil Saga, avec un effet vraiment très travaillé du point de vue des mèches. Donc là aussi, je ne vais pas trop m'attarder dessus, puisque j'aurai l'occasion de vous en parler plus en détail avec les photos que j'ai prises en gros plan. Donc ça, c'est l'avant-dernier blister, et donc le dernier blister, c'est celui-ci, donc qui contient ce fameux socle. Alors socle que personnellement je n'utiliserai pas, maintenant je peux comprendre sa présence dans le sens où ça crée un petit peu un effet exposition musée, accentué par la présence de ce socle. Maintenant on peut très bien utiliser, alors si j'aime pas utiliser les socles, c'est d'abord parce que c'est assez limitant du point de vue des posings, et puis je trouve que les pinces qui sont utilisées là ont tendance à gâcher un peu le visuel de la figurine. Mais pour autant, on peut quand même utiliser le socle sans pour autant utiliser les pinces. Vous avez ici la présence d'un médaillon qui vient se fixer ici sur le socle. Donc bon, c'est plutôt sympa de la part de Bandai de nous le fournir, mais personnellement, moi, je ne l'utiliserai pas. Maintenant, j'ai quand même envie de dire que dans ces blisters, il me manque un élément, c'est-à-dire l'effet Galaction Explosion. Vous savez, c'est l'effet d'attaque de Saga qui était fourni en bonus avec la première édition de cette figurine, qui avait disparu avec l'édition Revival du Saga EX, et que malheureusement Bandai ne nous fournit pas en plus en bonus pour ce Gold 24K. Donc bon, ça je trouve ça un petit peu dommage. Alors je suis pas fan habituellement des bonus comme ça un peu en plastique, mais c'était quand même un ajout supplémentaire pour la figurine et qui permettait quand même de reproduire son attaque au mieux. Donc je trouve ça un peu dommage que Bandai ne nous l'ait pas fourni ici. Donc voilà pour ce qui est de la découverte des contenus. Je vais retirer les couvercles des blisters et on se retrouve dans un instant pour la revue de détail. Vision d'ensemble de la figurine une fois les couvercles des blisters enlevés. Donc je vous laisse apprécier le panorama. Maintenant, eh bien, je vais rentrer un peu dans le détail et vous faire découvrir donc, cette fameuse peinture Gold 24K. Donc je le rappelle, hein, c'est vraiment du vrai or. Alors c'est du plaqué or, hein, faut pas s'emballer non plus. Et encore, c'est une fine couche. Maintenant, c'est suffisant pour vous en mettre vraiment plein la vue. Alors je dois dire que j'étais assez sceptique avant de posséder mon premier Gold 24K, qui était le CA du Sagittaire, dans le sens où je voyais pas trop la plus-value que ça pouvait apporter d'avoir des pièces vraiment en couleur or. Mais je peux vous garantir qu'une fois que vous avez la figurine en main, eh bien, vous êtes vraiment frappé par ce caractère brillant de la figurine. Vous voyez qu'elle reflète la lumière vraiment bien plus qu'une figurine IX normale, et même encore plus qu'une figurine OCE, pour ceux qui connaissent un peu la gamme. Ici, on est encore sur le niveau au-dessus, hein, pour la réflexion de la lumière. Imaginez ce que ça peut donner en vitrine avec des LED. Vraiment, ça vous en mettrait vraiment plein les mirettes. Alors donc ce côté vraiment brillant, eh bien, pourra être apprécié par certains. Donc moi personnellement, je l'aime bien. Pour d'autres, eh bien, il y aura peut-être un côté un peu trop bling bling. Côté un peu bling bling qui est d'ailleurs accentué par l'étoffe utilisée pour cette cape qui est un peu brillant, et donc qui est raccord avec le reste de l'armure. Donc moi personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien. Ensuite, ce que l'on peut aussi déplorer, c'est que eh bien, cette homogénéité, malheureusement, a empêché Bandai de rajouter les couleurs de la série, donc autres que l'or. C'est-à-dire que par exemple ici, sur le casque des Gémeaux, eh bien, vous n'avez pas la partie centrale en rouge, hein, comme vous l'avez dans l'animé. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Sinon, eh bien, pour ce qui est du reste, eh bien, on peut également juger des visages du personnage. Donc je ne vais pas trop les détailler maintenant, puisque je vais le faire ensuite sur l'ordinateur, mais vous avez ici donc, le visage neutre du Saga, du bon Saga. On peut également voir le travail qui a été fait sur le sculpte de la chevelure. Donc on retrouve vraiment le caractère un peu triste ici que je décrivais tout à l'heure sur l'illustration de Himeno, bon, évidemment en version figurine, hein. Ensuite, eh bien, vous avez les visages alternatifs, donc le visage hurlant. Ensuite, le visage aux yeux fermés, et vous remarquez que la bouche, c'est un peu le leitmotiv de cette figurine, j'ai l'impression. C'est Saga en mode je fais la gueule, donc avec la bouche vers le bas. Donc vous le retrouvez également sur le visage aux yeux fermés.
Ensuite, le visage ombré qui est la version des OAV de 2003, hein, puisque vous voyez qu'il n'est pas ombré totalement, il est ombré uniquement jusqu'au niveau des yeux. Donc ça, c'est vraiment typiquement le Gemini Ghost des OAV de 2003, puisque dans la version de 86, de l'animé de 86, eh bien, le visage est totalement ombré. Donc moi, personnellement, c'est plutôt dans cette version-là, dans la version de 86, que je le préfère. Donc ici, vous ne pourrez faire que la version de 2003. Ensuite, eh bien, vous avez les visages du Evil Saga, et donc les chevelures du Evil Saga, qui ont été vraiment retravaillées pour leur donner beaucoup de volume. Donc là aussi, hein, j'aurai l'occasion de vous le montrer une fois la figurine montée. Vous avez donc la mèche arrière aussi qui a été retravaillée. Et donc ces visages, eh bien, le visage hurlant, hein, qui pousse vraiment à l'extrême le côté maléfique du personnage. Ensuite, eh bien, le visage avec le sourire en coin, pardon, et qui est personnellement celui que je préfère concernant Evil Saga dans cette boîte, en tout cas, parce que c'est l'expression la plus commune qu'on lui connaît dans la série. Et enfin, ce visage dents serrées, dont je ne vais pas pouvoir me retenir de vous dire qu'il est dégueulasse, je le trouve horrible. Pour des raisons que je vais vous évoquer dans le détail dans un instant, puisque maintenant, eh bien, nous allons pouvoir juger de la qualité de ces visages par rapport au Setei. Et d'ailleurs, je vais profiter de l'occasion pour remercier très chaleureusement mon camarade Dave Kay, qui y a passé vraiment énormément de temps, parce qu'il y avait un gros travail de restauration sur les Setei originaux. Et puis également par rapport au visage du proto, donc on va essayer de voir si Bandai ne nous a pas trop trompé sur la marchandise. Allez, on se retrouve dans un instant. Allez, moment fatidique de la review, puisqu'on va passer à l'évaluation de ces visages de ce saga 24K. Pour cela, eh bien, on va se servir du Setei comme juge de paix, et également des images du proto. Donc on va commencer avec le visage neutre, sur lequel on va passer un petit peu de temps, et puis on essaiera d'aller un peu plus vite ensuite. D'abord, comparé au Setei, eh bien, on se rend compte d'abord qu'au niveau de la chevelure, on n'y est toujours pas. On a un côté vraiment trop ébouriffé et en pique, hein. Il a un côté un peu Sonic the Hedgehog, comparativement au Setei, hein. Vous voyez qu'on a une chevelure qui est beaucoup plus retenue. En revanche, pour ce qui est de la forme du visage, eh bien celui-ci a été pas mal respecté. On a un saga qui a un visage qui est quand même pas mal en longueur, et donc ça a été pas mal retranscrit sur le saga 24K, ce qui est mieux que la version première édition dans ce compartiment. Alors je vais juste faire une parenthèse là-dessus, j'y reviendrai après dans le détail. Vous voyez que le visage, hein, du saga première édition, enfin du saga pardon, EX normal, est beaucoup plus ramassé que celui de ce saga 24K. Et donc moi personnellement, c'était ce qui m'embêtait sur l'ancienne version de ce visage. Ensuite, si on arrive maintenant dans le détail du visage, eh bien au niveau du nez, c'est pas trop mal. La forme du nez est bien, la longueur du nez est bien. Alors on pourrait reprocher un côté un peu plat du visage, mais ça c'est vraiment dû à l'éclairage. Le nez est quand même assez bien marqué. Alors j'ai pris d'autres clichés pour vous le montrer. Donc ici, vous voyez davantage le nez, hein, qui est marqué. Ici également, sur le côté, je pense que ça vous apparaîtra bien clair. Donc il n'a pas un visage aussi plat qu'il n'y paraît. D'ailleurs, au niveau de la bouche également, hein, on voit quand même qu'elle est dessinée, c'est pas juste un trait de crayon. Même si, bien sûr, on est bien en deçà du proto, mais ça, on va en parler dans un instant. Je vais finir avec cette photo-là. Vous voyez, le nez est quand même assez marqué. Donc en termes de longueur de nez, en termes de forme de nez, eh bien, on est bon. Là où ça commence à se gâter, eh bien, c'est sur les yeux, hein, qui manquent clairement d'expressivité. On a des yeux beaucoup trop neutres. En fait, la forme des yeux est bonne, mais la position des yeux n'est pas très bonne. En fait, ils devraient être un tout petit peu plus en oblique. Là, à mon avis, ils sont un peu trop à l'horizontale, ce qui enlève du caractère au personnage et ce qui lui donne un côté un peu triste. Et d'ailleurs, ce côté triste, il est en parfaite adéquation avec cette bouche, alors qui a été accentuée par un trait de crayon. Donc, comme je vous l'ai dit, elle est quand même dessinée, même si elle est beaucoup moins dessinée que sur le proto. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, elle est de toute façon trop vers le bas. Vous voyez que sur le Setei, eh bien, on était loin de ça. On avait vraiment une bouche neutre. Donc ça n'a pas été respecté. Donc ça, c'est pour le comparatif avec le Setei. Maintenant, si on va avec la comparaison du proto, eh bien, on va se rendre compte que on a eu quand même un certain downgrade. Alors attendez, il faut que je le retrouve. Voilà. Bon, comme d'habitude, excusez-moi de la piètre qualité
des photos du proto. C'est pas évident de trouver des images en bonne résolution de ces protos, mais bon, je pense que ce sera suffisant pour pouvoir comparer. Donc on remarque que d'abord, en termes de chevelure, eh bien, on n'a pas du tout le même effet. Encore une fois, n'oubliez pas que ces visages et ces chevelures sont peints, donc forcément, on n'aura pas la même réflexion de lumière. Vous voyez qu'il y a un côté plastique qui émane de la version 24K Retail et qui n'existait pas sur la version Proto. De même au niveau du visage, le visage reflète beaucoup moins la lumière que le visage de la version boîte. Donc ça, on va essayer de le mettre de côté, on va s'intéresser vraiment à la forme du visage, au trait du visage. Donc la forme du visage, elle est quasiment identique, alors peut-être un tout petit peu moins pointue, mais ça je pense que c'est vraiment l'effet de la perspective. Globalement, la forme du visage est la même. Au niveau du nez également, donc il est un peu plus marqué, un peu mieux sculpté sur la version du proto, donc certes. Là où il y a un gros downgrade, eh bien, vous voyez, c'est sur la forme des yeux. Tout à l'heure, je parlais de l'absence de caractère dû au fait que les yeux sont un peu trop à l'horizontale. Eh bien, vous voyez que sur le proto, ce n'était pas le cas. On avait des yeux presque en oblique, qui donnent énormément de caractère à la figurine. Et également une position de sourcil qui était également plus à l'oblique. Vous voyez qu'ici, c'est beaucoup plus à l'horizontale. Ce qui confère aussi plus de caractère, eh bien, ce sont des traits de visage bien plus marqués, bien mieux sculptés, et notamment la bouche. C'est ici qu'on a un gros downgrade. On a une bouche qui est presque plate, alors pas totalement plate, mais qui est presque plate sur la version boîte, et qui était bien sculptée sur la version proto. En dehors du fait que vous voyez qu'on n'a pas ce côté triste sur le proto que l'on a sur la version boîte. Donc bon, globalement, on va dire qu'on a quand même un assez gros downgrade de la figurine boîte par rapport au proto. Maintenant, est-ce que le visage est infamant? Non. Globalement, moi je le trouve assez joli, même si la bouche n'est pas forcément bien réalisée. Mais globalement, je le trouve assez joli. Et quand je le compare avec le visage de la version IX normale, voilà, eh bien, je me dis que globalement, il y a quand même un peu de mieux. Alors, soyons clairs, il y avait des choses qui étaient supérieures dans la version première édition, donc notamment au niveau des yeux. Vous voyez l'expressivité au niveau des yeux, c'est mieux. Au niveau du nez, moi j'aurais tendance à dire qu'il est un peu trop émacié sur la version IX normale. Au niveau de la bouche, c'est mieux sculpté. Maintenant, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est vraiment la forme du visage que je trouve nettement supérieure ici sur la version 24K. Bon, c'était déjà une version ressemblante. Ce visage a des atouts que n'a pas le visage 24K, mais en contrepartie, eh bien, le visage 24K est mieux dans certains domaines, et notamment dans la forme du visage. Donc là, ça va être vraiment une question de goût. Moi, personnellement, eh bien, mes goûts tendraient plutôt vers le visage de la 24K. Donc ce qui veut dire que, globalement, le visage, il est ok. Il n'est pas à tomber par terre. C'est pas clairement pas le visage du proto, mais il est quand même assez satisfaisant. Ensuite, donc on va essayer d'aller un peu plus rapidement sur les autres visages, notamment donc sur le visage aux yeux fermés. Donc ça, c'est la Retail. Ça, c'est le proto. Bon, je dois dire ici que le downgrade entre les deux, eh bien, il n'est pas excessif. On va retrouver bien sûr les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire la réflexion de la lumière qui n'est pas la même, la bouche qui n'est pas aussi bien sculptée. Mais globalement, pour les autres traits du visage, eh bien, on n'est pas non plus à des années-lumière du proto. Bon, ce qui n'est pas de toute façon une surprise, puisque de toute façon avec les yeux fermés, eh bien, ça limite énormément l'amplitude des caractéristiques significatives entre les deux visages. Donc bon, globalement ici, c'est un visage qui fait le job, et c'est pas sur ce visage qu'il y aura le plus gros gap en termes de qualité entre le proto et la version boîte. Même si vous retrouvez encore une fois moins d'expressivité au niveau de la forme des sourcils sur la version boîte. Ensuite, sur le visage suivant, qui est le visage criant, hurlant, action, appelez-le comme vous voulez. Alors, ça c'était la première édition, donc je vais pour l'instant le laisser de côté. Donc ça, la version boîte. Ici, donc, la version retail. Voilà. Alors ici, pour le coup, par contre, eh bien, je trouve qu'il y a un gros downgrade.
et tout simplement parce que je pense que le visage criant de la version boîte est foiré. Alors pourquoi? Eh bien c'est simple, en fait je trouve qu'il y a absolument une inadéquation entre les yeux, la forme des yeux, en fait la position des sourcils et cette bouche. Alors en fait quand je dis inadéquation, ben, pas forcément en fait, je dirais plutôt adéquation dans la non-expressivité. C'est-à-dire que ça manque d'expression sur les yeux. Vous voyez qu'ici, eh bien, on n'est vraiment pas du tout dans le même registre. On a des yeux vraiment très déterminés, hein, encore une fois très à l'oblique. Et aussi, ça manque cruellement d'expressivité sur la bouche. Vous voyez, on a presque l'impression qu'il est en train de parler, en fait, ici. Alors que là, vraiment, eh bien, il est en train de hurler, et ça se voit clairement. Donc en fait, ce qui manque, eh bien, c'est carrément le sculpte de la bouche, hein. Vous voyez que, certes, on peut discerner ici la forme des lèvres, mais ici, elle est bien plus marquée. Donc on a beaucoup plus de caractère dans cette bouche. Ce visage sent la détermination, vraiment. Celui-ci, eh bien, on a presque l'impression d'un personnage qui parle. Donc forcément, c'est absolument pas le but recherché avec ce visage, hein. On veut vraiment ici un visage d'attaque, et à mon avis, on ne l'a pas. Donc forcément, ça fait de ce visage un visage foiré. Donc gros downgrade, hein, pour ce visage, clairement. Juste par rapport à la version première édition, il faut quand même que je vous le montre. Eh bien, ce visage était également foiré. Personnellement, je ne l'aimais pas. Je trouvais que le visage... on avait presque l'impression que les dents sortaient de la bouche. Donc, moi, personnellement, c'était pas un visage dont j'étais fan. Donc, ben, on n'a toujours pas un visage d'attaque pour Saga qui se tienne. Ensuite, visage suivant. Alors là, on va aborder les visages de Evil Saga. Donc, on va pouvoir ressortir un Setei. Alors, il n'y a pas énormément de choix, hein, sur les Setei, donc je fais vraiment avec ce que j'ai. Donc, je ne peux pas vous montrer un Setei avec les yeux fermés ou avec les autres expressions qu'on a sur les visages. Mais globalement, on peut quand même juger de la fidélité avec le personnage. Donc ça, ici, la version boîte. Donc face au Setei, eh bien, on va retrouver quand même une expression assez commune. Autant, alors évidemment le visage ne va pas dans le même sens, donc il va falloir faire un petit peu un effort d'effet miroir. Mais globalement, bah, si on regarde ces deux visages, eh bien, au niveau de la bouche, on retrouve la même expressivité. Bon, les traits du visage, au niveau de la longueur du nez, tout ça, ça coïncide. De toute façon, la longueur du visage aussi, puisque de toute façon, ça ne change pas. L'expressivité dans les yeux est meilleure, selon moi, que celle du visage neutre de la version bonne de Saga, puisque vous voyez qu'ici, on a quand même pas mal d'expressivité au niveau des sourcils, hein. Je vais essayer de zoomer pour vous le montrer. Donc bon, ça c'est plutôt bien respecté. La forme de l'œil également, on est beaucoup plus en oblique que tout à l'heure, donc ce qui est aussi conforme à ce qu'on a sur le Setei. Donc globalement, eh bien, même si c'est pas forcément la copie conforme, moi je trouve qu'au niveau de ce visage, eh bien, on s'en tire de façon plutôt honorable. Au niveau de la chevelure, eh bien, on est un peu trop dans l'excès vis-à-vis de ce qu'est normalement le design d'origine, hein. Vous voyez, un côté un peu plus ébouriffé quand même du visage et de la chevelure du Evil Saga sur le design d'origine, mais là, bon, ça a été encore plus poussé à l'extrême sur la figurine. Mais globalement, eh bien, moi je suis assez satisfait de ce visage avec le rictus. Je trouve que ça reflète pas mal l'expression du personnage dans la série. Et donc si on compare par rapport au proto, eh bien on va avoir quelque chose qui n'est pas très loin du proto. Donc on retrouve encore une fois le côté un peu plus mat du visage peint. Donc la chevelure qui est de toute façon pareil, un peu trop ébouriffée. Alors il y a moins de finesse dans les mèches, ça je pense que vous en serez d'accord. Et au niveau de l'expression de la bouche, alors certes elle est beaucoup moins sculptée, mais globalement je trouve que le trait de crayon n'est pas non plus trop marqué. On voit quand même le sculpte de la bouche. Les traits du visage reflètent bien la malice du personnage. Les yeux en eux-mêmes n'ont pas été non plus trop massacrés par rapport au proto. Alors certes, ils sont pareils, un peu moins fins. On a accentué davantage les traits de crayon au niveau des yeux. Mais globalement, eh bien, moi je suis assez satisfait de ce visage du Evil Saga. On n'est pas trop loin du proto ici. Ensuite, le visage suivant, eh bien, ça va être exactement l'antithèse de ce que je viens de dire. Et là, je pense que de toute façon, avec l'image telle que je viens de vous la montrer là, ça doit vous sauter aux yeux. Ce visage est horrible.
Donc c'est vraiment à mon avis le visage le plus foiré de la boîte. Encore plus foiré que le visage hurlant du bon Saga de tout à l'heure. À cause de plusieurs choses. D'abord, première chose, eh bien, on a un côté presque squelettique de ce visage. On a presque l'impression d'un mort-vivant. Et ici, eh bien, on a surtout une bouche qui est totalement foirée. Elle est foirée parce qu'elle est trop en coin, elle est presque décalée par rapport au nez. Vous voyez qu'elle manque cruellement de profondeur, du coup, eh bien, ils ont jugé bon de marquer très nettement d'un trait de crayon la forme de la bouche, ce qui donne vraiment un effet grotesque que l'on n'avait absolument pas sur le proto, hein. Vous voyez que les traits étaient marqués vraiment avec le sculpte de la bouche, ce qui n'est absolument pas le cas ici sur la version retail. Donc bah, ce visage pour moi est inutilisable. Bon, j'ai cru voir quelques photos de personnes qui l'utilisent. Bon, après, c'est affaire de goût, hein, c'est toujours la même chose. Mais moi, personnellement, eh bien, je trouve que en termes de standard de qualité, ce visage est absolument inutile. Ensuite, on va terminer par le dernier visage de Saga, qui est le visage que j'ai intitulé Rire sardonique. Eh bien écoutez, ce visage-là, pour moi, il donne également satisfaction. On n'est pas non plus à des années-lumière du proto. Vous voyez que l'expression, elle est quand même assez proche. Bon, on a bien sûr les iris qui sont un peu plus sombres sur le visage du proto, et donc qui lui confèrent un caractère un petit peu plus noir et sans doute plus inquiétant et un peu plus expressif. La bouche est également peut-être encore un peu mieux sculptée, mais globalement, eh bien, l'expression est assez bien rendue sur la version retail. Alors on a un downgrade, hein, c'est évident, mais sans doute un downgrade beaucoup moins important que ce que l'on avait tout à l'heure par rapport au visage neutre du bon Saga. Je trouve que là, l'expression, elle est quand même assez bien rendue, et notamment dû au fait que les yeux, eh bien, on y a quand même une certaine expressivité. Donc ce visage, pour moi, il est OK. Et on va finir par la version qui, de toute façon, va être plus consensuelle, puisque là, on va parler du Ghost. Alors, en termes de ses tailles, eh bien, on va pas pouvoir en dire grand-chose, hein, puisque la majeure partie du visage est ombrée. Bon, vous voyez que ça a été pas mal respecté, on s'arrête bien au niveau de l'ombre, au niveau des yeux. Les traits du visage sont plutôt en adéquation avec le design. Vous voyez la forme du nez, la longueur du nez est OK. La forme de la bouche est beaucoup plus neutre que tout à l'heure. On n'a pas vraiment une bouche banane inversée ici, donc globalement, ça fait le job par rapport au Setei. Bon, la forme du casque est un peu plus en retenue, est un peu plus, comment dire, moins sur les côtés que sur le design d'origine. Mais bon, là, on rentre vraiment dans les pièces, donc ça, on en parlera davantage dans l'analyse de conformité pendant le bilan. Au niveau du proto, eh bien, du fait du caractère très simpliste de ce visage, eh bien, il ne va pas y avoir non plus de grosses différences avec le proto. C'est simplement ce que l'on peut dire, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir le sculpte de la bouche qui est mieux marqué sur le proto, mais en dehors de ça, eh bien, les traits de visage sont identiques. Donc ça, c'est pour les visages. Donc vous voyez que si je fais un bilan de tout ça, eh bien, je dirais que ces visages sont inégaux, hein. Ils sont inégaux parce que y a deux foirages total, et puis le reste qui oscille entre OK et bien. Donc forcément, il y a un gap avec le proto qui lui-même oscille entre léger et abyssal. Donc à partir de là, eh bien, il y aura une certaine frustration de la part des collectionneurs, surtout quand on prend en compte le fait que cette figurine vaut quand même 200 balles en prix affiché, que certains mettront bien plus que ça, ils mettront peut-être 400 balles ou même 500 balles. Donc à partir du moment où on met quand même cette somme, on est en droit d'espérer une figurine qui soit parfaite, ou en tout cas qui corresponde trait pour trait aux images pour lesquelles on a été attiré, et puis surtout pour lesquelles on était prêt à mettre une certaine somme. Découvrir des visages qui sont complètement insuffisants ou passables,
et moyen plus, eh bien, ce n'est pas à la hauteur d'un investissement qui est extrême pour une figurine de ce type. Donc voilà un peu ce que je devais vous dire sur ces visages. Donc vous voyez que j'ai essayé d'être le plus neutre possible ici. Il ne s'agissait pas de dire tous ces visages sont foirés, ce qui n'est objectivement pas le cas. Il ne s'agissait pas non plus de faire preuve de clémence vis-à-vis de Bandai, tout simplement parce qu'il s'agit d'une version boîte et qu'on n'aura jamais la qualité d'une version proto. Ça, c'est bien sûr entendable, mais on n'a pas le droit non plus d'être à des années-lumière d'un proto. Bandai a montré, par exemple pour Alberic, qu'ils étaient capables de faire un visage qui soit sublime, qui ne soit pas vraiment l'égal du proto, qui est un petit peu moins bon, mais pas non plus à des années-lumière. Donc voilà pour ce qui est des visages, on va passer maintenant au passage en revue du personnage. On va maintenant donc évoquer le personnage avec surtout la différence entre ces deux corps. Donc ici le format IX classique première génération, hein, on peut le voir ici au niveau de l'articulation entre le biceps et l'épaule. Donc vous voyez que ici cette articulation, eh bien, elle a été revue et corrigée sur la version IX Metal bien sûr, mais même avant cette version-là, et bien sur les nouveaux corps IX, on a un système d'emboîtement qui est exactement le même que sur le corps IX Metal. Maintenant, si on regarde un peu les différences entre ces deux corps, on va bien entendu être frappé par l'épaule qui est bien plus esthétique sur la version IX Metal. Vous voyez que ça ressemble nettement plus à une épaule humaine, là où ici on avait une boule. Hein. Donc ça, c'est en termes d'esthétisme, hein. Il y a eu un plus qui a été fait sur le corps IX Metal. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure lors de la découverte des blisters, eh bien, on a en plus les articulations métal qui permettent de camoufler le trou qu'il peut y avoir entre les pièces d'armure. Donc là, bien sûr, ici, quand le personnage porte son armure, eh bien, vous allez avoir une vision sur sa chair. Également, la plus-value, eh bien, c'est au niveau des genoux, puisque ici, les figurines ont tendance à s'affaisser, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est notamment le cas hein, pour cette figurine-là. Elle a tendance un peu à avoir les jambes en X. Alors, on pourrait très bien dire que c'est déplacer le problème, puisque de toute façon, il y aura un petit peu de souplesse ici, à ce niveau, c'est-à-dire à la jonction entre la pièce métal et les pièces plastiques. Mais il ne faut pas oublier que ici, eh bien, il y a une pièce d'armure qui va maintenir le tout. Et pareil ici au niveau de la cuissarde, donc ce qui veut dire que les seuls points où ça pourrait flancher, c'est au niveau du genou. Et donc au niveau du genou, comme vous avez une articulation IX Metal, ça restera bien en place. Donc ça, c'est pour les avantages de ce corps. Ensuite, si je regarde encore en termes d'esthétisme, au niveau des chevelures, alors je ne vais pas reparler de la chevelure avant, dont j'ai déjà parlé avant lors de la découverte des visages, mais je vais évoquer la chevelure arrière, et vous voyez que ici, eh bien, c'est plutôt le 24K qui est un peu plus dans le vrai, hein, c'est-à-dire que la chevelure de Saga est plutôt en longueur et plus retenue, plus touffue, que celle-ci. Vous voyez qu'on a presque une sorte de triangle final, alors que ici, eh bien, c'est beaucoup plus comment dire, uniforme sur la longueur. Et un peu moins de pics dans tous les sens. Donc je dirais que en termes de chevelure et même en termes de vraisemblance des chevelures, ceci apparaît comme un peu plus réel que ce genre de chevelure. Également, en termes de jonction entre la partie haute et la partie basse, eh bien, il apparaît a priori que la jonction entre la chevelure basse et la tête est quand même moins franche que sur la version IX normale. Vous voyez? Ça a été un peu plus travaillé. Ensuite, en termes toujours de différence technique entre un corps IX Metal et un corps IX classique, eh bien là je vais évoquer un défaut bon, qui n'a pas forcément été toujours relevé, mais moi qui a tendance à un peu m'ennuyer sur les corps IX Metal, c'est qu'il y a un peu moins d'amplitude vers l'arrière au niveau des jambes, au niveau de l'entrejambe. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez faire des poses avec un bassin très vers l'avant, comme ceci par exemple, bon là je vais évidemment accentuer énormément l'effet. Donc si vous voulez faire ça avec un corps IX classique, eh bien vous voyez que vous pouvez le faire sans problème, hein, je viens de le faire. Bon, sachant que ici, bien entendu, au niveau de l'entrejambe, ça ne va pas être super gracieux, mais n'oubliez pas qu'il y a une jupe devant, donc ceci ne se verra pas, et souvent on a un effet un peu de... Enfin, ça fait un peu stylé dans la pose. Donc ça, vous pouvez le faire très facilement avec un corps IX normal, bon, même s'il ne faut pas le faire normalement trop à l'excès. Avec un corps IX Metal, eh bien, on est très très limité au niveau de cet effet-là, puisque vous voyez, là, eh bien, c'est le maximum que je peux faire. C'est-à-dire que si je veux le faire cambrer comme ça, avec un torse vers l'avant,
pour faire bon, l'effet un peu de S, eh bien malheureusement je ne peux pas vraiment le faire avec un Core IX Metal. Et la raison en est que, eh bien, on a une limitation mécanique hein, qui se fait à l'arrière de la figurine. C'est-à-dire que ici, vous voyez, là, je suis bloqué mécaniquement par la fesse. Donc je peux pas aller plus loin, vers l'arrière. Bon, vers l'avant, évidemment, j'ai une amplitude normale, hein, mais vers l'arrière, je suis limité. Et ceci n'est absolument pas le cas sur un Core IX normal, puisque vous voyez que là, eh bien, je peux même encore aller vers l'arrière. Hein. Voilà. Donc là, il pourrait presque faire le limbo. Hein. Donc ça, c'est un peu ennuyeux qu'il n'ait pas pensé à rectifier ça. Après la sortie du Hades et du Radamantis, je m'étais dit que peut-être ils allaient pouvoir le rectifier sur les sorties à venir, mais a priori, on n'en prend pas le chemin. Pourtant, il ne suffirait pas de grand-chose, hein, il suffirait simplement de diminuer un peu la taille de cette partie pour pouvoir retrouver de l'amplitude vers l'arrière. Et bon, c'est a priori pas le chemin qu'ils ont choisi. On peut comprendre le fait que c'est tellement plus simple d'utiliser les moules existants qu'il y a a priori pas trop de raison pour eux de changer ça, parce que peut-être que ça ne gêne pas grand monde, mais en tout cas, moi personnellement, eh bien, j'y trouve une certaine gêne. Alors en termes de rigidité maintenant, eh bien, on va avoir évidemment beaucoup plus de rigidité sur un Core IX Metal de base. Maintenant, est-ce que c'est parfait? Eh bien, on va pouvoir le juger maintenant. D'abord, pour les articulations non métal, eh bien, c'est rigide suffisamment, hein, il y a assez de souplesse pour pouvoir avoir un posing aisé, et suffisamment de rigidité pour pouvoir tenir le bras à l'horizontale comme ceci avec la lourdeur des pièces d'armure. Au niveau des coudes, eh bien, qui dit articulation IX Metal dit normalement beaucoup de rigidité, et effectivement, c'est quelque chose qui se retrouve. N'oubliez pas aussi hein, qu'il y a cette valeur esthétique hein, de l'articulation IX Metal. Donc ici, c'est pas tant un problème de rigidité qui se posait pour Bandai, hein, c'était vraiment l'idée de cacher le trou du bras. Donc ça, au niveau du haut du corps, en général, il n'y a pas de souci. Au niveau du bas du corps, eh bien, c'est surtout au niveau de l'entrejambe que ça pose problème en général. Et ici, eh bien, regardez la difficulté que j'ai à lever la jambe. C'est très très difficile. Voilà, finalement, j'ai réussi à le faire. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de rigidité au niveau de l'entrejambe, eh bien, c'est excellent. Hein. Et là, je pousse. Hein, et je n'y arrive pas. Donc, pas de problème à ce niveau-là, c'est vraiment le gros point fort du Core IX Metal. Pour l'autre jambe, eh bien, vous voyez que c'est exactement la même chose, hein. J'ai toutes les difficultés du monde à lui lever la jambe, et évidemment bah, elle va rester en place. Là où on va avoir un peu de souplesse, en revanche, eh c'est peut-être au niveau de ce genou, et encore, vous voyez que là je secoue quand même assez fort, et le genou ne bouge pas. Hein. Alors ce qui n'était pas tout à fait le cas hein, pour la jambe droite. Vous voyez, il y a un petit peu de souplesse au niveau de ce genou, mais bon, ça reste quand même très très correct. Hein. Vous voyez, je secoue quand même très très fort, et le genou n'est pas complètement plié non plus. Donc, ce qui veut dire qu'a priori, eh bien, on va avoir quelque chose qui va être très très rigide quand on va pouvoir faire le posing. Donc si on regarde maintenant au niveau des genoux, eh bien, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de rigidité. Alors on a l'impression que ça se fait par étapes, hein. Il y a des crans, hein, une sorte de crans. Voilà. Bon, au final, niveau rigidité, eh bien, pas grand chose à dire. Hein. On a un Core IX Metal qui normalement nous garantit plus de rigidité et aussi normalement plus de durabilité dans le temps. Eh bien, je dirais que la mission, elle est accomplie ici pour Bandai avec ce 24K. Mais a priori, de toute façon, on s'en doutait puisque on avait déjà découvert ce genre de corps avec le Hades. Donc là pour le montage, eh bien, je ne vais pas vous le faire en intégrale, je vais vous faire un petit stop motion et puis nous on se retrouve après pour la découverte de la figurine une fois montée. De retour pour un petit comparatif des versions que j'ai en ma possession de Saga, donc comme ça vous permettra de voir la différence entre la peinture 24K et les autres peintures. Donc vous avez la version animée qui est à sa droite, et la version OCE en version Evil Saga à sa gauche. Donc remarquez que j'ai mis le casque à la 24K, histoire de varier un peu les configurations, puisque la configuration casquée n'est pas très très commune. Donc je vais vous montrer simplement la différence avec chaque version. Donc vous voyez par rapport à l'animé.
Donc, on peut apprécier ici la peinture dorée de la 24K, qui tranche vraiment avec le côté un peu artificiel de l'animé. Et même par rapport à l'OCE, qui est aussi plus proche de l'or, eh bien, on a un côté un peu plus foncé hein, sur l'OCE, un peu plus cuivré, et donc un peu plus brillant également sur la version 24K. Donc voilà pour ces versions, je fais place nette et on se retrouve pour le bilan.
C'est parti pour ce bilan, avec comme d'habitude la petite analyse de conformité que je vais vous faire grâce au CTI de Devkey ici à gauche. Alors je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que cette figurine n'est pas la version animée, donc ça perd un petit peu de son intérêt, mais ça me semble important quand même de le faire parce que cette figurine est la copie directe de la version animée de 2011, et elle est porteuse d'un certain nombre de défauts qui sont dus au fait que le Saga de 2011, c'est la première Midcloth EX que Bandai a sortie. Et forcément, eh bien, cette figurine essuie un peu les plâtres de cette gamme. On commence par la partie basse de la figurine, qui n'est pas dramatique, on a juste ici une jambière qui est un peu longue, mais globalement la pièce est correcte. Au niveau de la jupe, eh bien là aussi on a une jupe qui est un peu longue, et également la partie centrale qui monte un petit peu trop en oblique. Mais encore une fois, là, rien de vraiment dramatique. Au niveau du bras, bon, c'est un petit peu flué, mais l'idée du CTI y est. En revanche, là où on arrive sur les gros problèmes de la figurine, eh bien c'est sur toute la partie haute de la figurine. Et notamment la jonction entre le plastron et la partie abdomen. Alors, il faut savoir que c'était un peu l'innovation de ces figurines EX, cette nouvelle articulation entre la partie haute du plastron et la partie abdomen. Et donc, pour avoir cette articulation, eh bien, Bandai a inventé un système qui consiste à faire un plastron en métal et une partie corsée en plastique, de telle manière qu'on puisse bouger la figurine de l'avant vers l'avant ou vers l'arrière. Maintenant, le souci de cette articulation, c'est que ça crée une rupture franche ici entre ces deux pièces, là où bien sûr sur le CTI, il n'y a rien du tout. Et donc par la suite, ce qu'a essayé de faire Bandai, eh bien, c'est de prolonger cette pièce du plastron pour épouser davantage la pièce abdominale. Et bien sûr, comme ici c'était la première figurine EX, eh bien, cette stratégie n'existe pas. Donc on peut regretter le fait que Bandai n'ait pas saisi l'occasion de cette sortie pour nous apporter une pièce corrective pour ce plastron. À noter qu'il y a une marque pirate qui, après la sortie de la première version de Saga, donc bien après 2011, une marque pirate a sorti une pièce qui était d'un seul tenant pour le plastron. Ce qui veut dire qu'au niveau du rendu, eh bien, on avait quelque chose qui était vraiment très proche du CTI à gauche. Donc je vous mettrai cette pièce-là et l'illustration en insert, et vous pourrez vous rendre compte que ce qu'une marque pirate a réussi à faire, eh bien, Bandai en 2021 ne l'a toujours pas fait sur cette Midcloth pour l'occasion de ce 10e anniversaire. Toujours dans les défauts de la partie haute de la figurine, on arrive maintenant et bien sûr les épaulières qui sont un peu trop carrées. Je pense que vous pouvez vous apercevoir que c'est davantage arrondi sur le CTI. Enfin, dernier défaut de cette figurine, eh bien c'est la partie casque qui va trop en hauteur et qui ne descend pas assez en oblique pour épouser le visage du personnage. Vous voyez qu'au niveau du CTI, eh bien le casque est vraiment très proche du visage. Remarquez que ce qui est incroyable, c'est que ce casque, en fait, crée des défauts qui n'existaient pas sur celui de la Midcloth classique. Et pour vous le montrer, eh bien, j'ai ressorti mon casque de ma Midcloth classique, et vous pouvez vous rendre compte que ce casque-là, eh bien, il est davantage fidèle au CTI, il est pas très montant, hein, assez évasé sur la partie haute, et il descend bien en oblique pour épouser le visage du personnage. Donc là encore une fois, c'est assez incroyable que Bandai n'ait pas saisi l'occasion de ce 10e anniversaire des Midcloth EX pour rectifier un défaut qui était au final pas si compliqué à corriger, puisqu'ils avaient réussi à le faire comme il faut sur la Midcloth classique. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse de conformité et des défauts de la figurine. Maintenant, si on les met de côté, on ne peut pas trop exagérer non plus, hein. Cette figurine ressemble bien au Chevalier des Gémeaux, il n'y a pas à dire, hein. Maintenant, pour ce qui est du bilan, du côté des points positifs, eh bien, je peux souligner le rendu de la peinture 24K qui en met vraiment plein la vue, hein. Elle reflète la lumière comme aucune Midcloth ne peut le faire, et donc au sein de votre collection, si vous avez l'éclairage approprié, elle ressortira forcément. Ensuite, je peux souligner également les visages, les chevelures et la cape qui rendent particulièrement bien dans toutes les poses dynamiques. Donc ça, j'ai pu m'en rendre compte vraiment lorsque j'ai réalisé la session de posing. J'étais, je dois dire, assez sceptique concernant cette cape en tissu, comme je voulais être déjà lors du test de Hades EX. Et puis au final, eh bien, en faisant les poses, je me suis rendu compte qu'on pouvait quand même donner des effets qui étaient impossibles avec une cape en plastique, et que globalement, eh bien, ça rendait plutôt bien.
Toujours du côté des points positifs, le corps iX Metal, dont vous pouvez voir ici les articulations. Ce corps iX Metal, eh bien, il confère beaucoup plus de rigidité à la figurine. Vous voyez que notamment, eh bien, ici, on n'a plus ce problème de jambes en X qu'on pouvait déplorer, qu'on peut déplorer sur les Midcloth iX. Donc, on a plus de rigidité et on n'a plus le problème des jambes en X. Ajoutez à cela, eh bien, le fait que ces petits trous à l'intérieur des bras sont maintenant beaucoup plus discrets. Alors, certains diront que ça fait un petit peu trop Robocop. Moi, personnellement, eh bien, je préfère avoir quelque chose qui est à peine visible comme ça que de la chair qui tranche vraiment avec la couleur de l'armure. Mais bon, là, encore une fois, c'est affaire de goût. Autre point positif, eh bien, il y a un effort qui a été fait également sur la boîte, avec une volonté de faire apparaître cet objet comme un objet précieux. Donc les amateurs de bel écrin seront plutôt contents. Enfin, un dernier point positif, eh bien, cette figurine est une figurine collector. Donc si c'est cet aspect de la collection qui vous intéresse, le fait d'avoir des pièces que tout le monde n'a pas, eh bien, cette figurine forcément aura un attrait supplémentaire. Maintenant, du côté des points négatifs, eh bien, il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Le point négatif principal pour cette figurine, eh bien, c'est son prix exorbitant. Au moment où je parle, elle dépasse allègrement les 400 €. 400 € pour une figurine qui a une seule fine couche de plaqué or et une cape en tissu, ce qui la différencie d'une Midcloth iX normale qui vaudrait dans les 100 €. Si on part du principe que les Gold iX Revival valent à peu près dans les 100 €, on voit mal pourquoi une telle différence de tarif entre cette figurine-là et une Midcloth iX normale. Alors certes, elle est porteuse d'un corps iX métal, mais si on prend, on va dire, un différentiel de tarif d'une trentaine d'euros entre un corps iX métal et un corps iX normal, eh bien on devrait avoir une figurine comme celle-ci qui devrait tourner aux alentours de 150 € si jamais on prend en compte aussi le fait qu'il s'agit d'une peinture or 24K. Au lieu de ça, le prix affiché au départ était dans les 200 €, maintenant ça vaut largement le double. Bref, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ensuite, deuxième point négatif, alors c'est pas la figurine elle-même qui est concernée, mais c'est plutôt son système de distribution qui est totalement dépassé. Il va vraiment falloir que Bandai trouve un système pour éviter le genre de pénurie qu'on a eu pour ce Tamashii Online 2021, surtout si la crise sanitaire prolonge ces salons Tamashii en version online. Si on revient du côté de la figurine maintenant, en termes de points négatifs, on peut déplorer le fait que les visages de la figurine sont quand même très inégaux. Ils oscillent entre médiocre et plutôt bien. En tout cas, ils sont loin de ceux qui ont été présentés sur le proto, et malheureusement, c'est souvent sur la base des visages d'un proto, sur la base d'un proto, que se fait une décision d'achat. Alors quand il s'agit d'une Midcloth qui coûte une centaine d'euros, à la limite, on peut s'en accommoder. Quand il s'agit du double, ou alors même pour les gens qui vont l'acheter maintenant, de 4 fois le prix d'une Midcloth normale, avoir des visages de proto qui sont bien supérieurs aux visages que vous avez au final dans la boîte ne peut être que décevant. Donc vraiment, on a hâte que Bandai rectifie le tir, soit en nous fournissant des figurines retail qui soient à la hauteur des images qu'ils nous proposent, soit en étant honnête sur les visuels qu'ils nous proposent. Enfin, dernier point négatif, eh bien c'est ce que j'ai soulevé dans l'analyse de conformité, c'est-à-dire qu'on peut vraiment déplorer le fait que Bandai n'ait pas saisi l'occasion de cette sortie pour rectifier des défauts quand même assez importants de cette figurine qui essuyait les plâtres de la gamme Midcloth iX. Ce qu'une marque alternative a réussi à faire, eh bien on ne comprend pas pourquoi une marque comme Bandai, 10 ans après la première sortie de cette figurine, n'est pas capable de le fournir dans une figurine qui vaut quand même un certain prix. Alors maintenant, qu'en est-il du conseil d'achat que je peux vous prodiguer? Eh bien, je vous conseille absolument pas d'acquérir cette figurine, je pense qu'elle est totalement indispensable, surtout au vu du prix auquel elle est arrivée. Maintenant, en ce qui me concerne, est-ce que je suis content de posséder cette figurine? Eh bien, je ne vais pas vous mentir, je suis plutôt content de l'avoir. D'abord parce que la valeur collector en tant que collectionneur est intéressante pour moi. Ensuite et surtout, le personnage de Saga fait partie de mes préférés, donc fallait forcément que je possède également cette version. Et enfin, et surtout, j'ai été quand même pas mal bluffé par le rendu de cette figurine dans les poses dynamiques. Alors, je m'y attendais pas vraiment, parce que au vu de ce qui se disait sur la figurine, eh bien, je m'attendais vraiment au pire.
Et puis au final, au fur et à mesure que j'ai découvert cette figurine, et surtout avec la conclusion du posing, bah, je me suis rendu compte quand même que cette figurine fait son petit effet. Donc elle est vraiment très jolie, et bon, ce que je peux vous dire, c'est que si jamais vous avez les finances et que vous avez été particulièrement attiré par la session de posing, eh bien ma foi, vous pouvez peut-être éventuellement vous faire plaisir. Donc voilà pour ce qui est de cette revue numéro 60. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, eh bien je vous encourage à passer par la case commentaire pour me le signifier. Je réclame également, si vous le voulez bien, votre indulgence concernant les petites innovations que j'ai placées dans cette review. Prochaine review sur la chaîne, ça sera celle du Capella du Cocher. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.